Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose préparation au brevet des collèges avec le sujet donc très récent d'Amérique du Nord, session 2021, donc l'exercice 1 sur 26 points. Je rappelle que le total c'est 100, donc c'est un quart du sujet. Il y a 6 affirmations, à chaque fois il va falloir justifier vrai ou faux. On commence donc par une fonction, on considère la fonction, donc ici f de x égale 3x moins 7, l'image par f du nom moins 1 et 2. Alors, petit peu de rappel de cours, quand on a f de x égale 3x moins 7, on dit que donc x a pour image 3x moins 7. Et même on peut écrire ça avec une flèche, on dit que x est envoyé sur 3x moins 7. Donc 3x moins 7 est l'image de x, autrement dit. 3x moins 7 est l'image de x. Donc ici, on vous demande l'image du nombre moins 1. Donc ici, x est égal à moins 1. Donc on va remplacer dans 3x moins 7 x par moins 1. Donc 3x moins 7, eh bien, ça, on va calculer donc 3 fois, alors c'est des multiplications, 3 fois moins 1. Alors attention, comme il y a fois et moins, on met des parenthèses autour de moins 1, moins 7. D'accord ? Alors quand on le fait, on ne rédige pas exactement comme ça. Nous, on va le rédiger. Si on doit faire ça vraiment de façon rigoureuse, ici x égale moins 1, donc sur la copie. Donc rédaction. On fait f de, on remplace ici x par moins 1. 3 fois moins 1, moins 7 avec les parenthèses, très très importante. Ensuite, on calcule 3 fois moins 1. Un nom positif multiplié par un nombre négatif, vous savez que ça fera moins. 3 fois 1, 3. Moins 3, moins 7. Vous avez ici à ajouter, alors c'est une soustraction, mais c'est comme si vous aviez à faire, moins 3 plus moins 7. Donc, on va faire dans sa tête 3 plus 7, 10, et comme ce sont deux nombres négatifs, eh bien, ça fera moins 10. Donc, l'image par moins 1 n'est pas le nombre 2, c'est moins 10. Conclusion, l'affirmation est donc fausse. Donc ici, on peut dire moins 10 est différent de 2. L'affirmation est fausse. Et vous pouvez même écrire l'image de moins 1 est moins 10. Alors, pourquoi on vous dit moins 1 et 2 ici? Parce que certains vont se tromper. Remarque, si vous calculez l'image de 2, c'est-à-dire f de 2, vous aurez 3 fois 2 moins 7. 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 7, donc ça, on fait une soustraction. Un nombre positif moins un nombre positif. 7 est plus grand que 6, donc ça fera moins 1. Donc en fait, on pourrait dire l'image par f du nombre 2, l'image de 2 est moins 1, et non pas l'image de moins 1 et 2. Vous voyez un petit peu le piège. Deuxième question, un développement. Ici, on vous donne une expression, E qui dépend de x, donc c'est x moins 5, ici, x plus 1. Alors je rappelle, on est là pour s'entraîner, ça fait x moins 5 multiplié par x plus 1. Il y a ici une multiplication implicite, c'est-à-dire qu'on ne l'écrit pas. On vous demande de développer. Pour développer ça, il est question de double distributivité. Donc on va prendre le premier facteur, ici, x moins 5. On regarde d'abord x. On va le distribuer aux deux termes de la deuxième parenthèse. Donc on va le donner à x. Donc on va faire x fois x. Et ensuite on fera x fois le deuxième. Alors attention, parce que le deuxième, c'est plus 1. Donc ça va faire x fois plus 1. Et tout ça, ça vous fera des termes. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est une double distributivité. Donc après, vous prenez moins 5. Alors je vais passer par en bas. Vous le multipliez par x. Et ensuite, vous le multipliez par plus 1. Et vous additionnez tout ça. Donc ça va faire x fois x. Alors je vais tout écrire. Certains iront beaucoup plus vite. Ensuite, plus x fois plus 1. Donc on écrit juste 1. Plus moins 5 fois x, toujours des plus moins 5 fois plus 1, donc fois 1. Et après, on peut enlever toutes ces multiplications. Alors x fois x, vous devez savoir que ça fait x carré. X fois 1, ça fait 1x.
Mais quand on écrit 1x, eh bien, on n'écrit pas le 1. On écrit juste x. Donc ça fait x carré plus x. Ensuite, moins 5 fois x, eh bien, ça va faire moins 5x. Et ensuite, moins 5 fois, ça fait moins 5. Donc plus fois moins 5, mais ça fait moins 5. Donc tout ça, évidemment, il faut que ça soit en place pour être serein au lycée. X carré. Donc ici, x moins 5x, pensez bien, c'est 1x. Donc on a 1x moins 5x. On fait 1 moins 5. Ça donne moins 4. Donc ça fait moins 4x moins 5. Et effectivement, c'est ce qu'on nous propose. C'est bien une forme développée. Elle est bien réduite. Hein. Ce qu'on appelle la réduction, c'est ce passage ici où j'ai remplacé ces deux termes par un seul terme. Oui, ça s'appelle la réduction. Et on a bien développé. Développer, c'est transformer une multiplication en somme et différence. Donc, effectivement, l'affirmation est donc vraie. Troisième affirmation, donc n est un nombre entier positif. Affirmation, lorsque n est égal à 5, le nombre 2 puissance n plus 1 est un nombre premier. Donc ici, eh bien, on a donc une valeur de n qui est 5, et on va calculer 2 puissance 5 plus 1. D'accord? Donc pour n égale 5, 2 puissance n plus 1 vaut 2 puissance 5 plus 1. La question est de savoir si c'est un nombre premier. Alors, deux choses. D'abord, il faut calculer 2 puissance 5. Alors, 2 puissance 5, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Vous avez 5, 2 qui se multiplient. Ça fait donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Plus 1, ça fait 33. Est-ce que 33 est un nombre premier? Rappel. Un nombre premier est un nombre qui a exactement 2 diviseurs positifs. D'accord? Exemple 2. 2 a 2 diviseurs qui sont 1 et 2. D'accord? 3 aussi. Et ces diviseurs, c'est 1 et 3. Par contre, 4 n'est pas un nombre premier parce que 4, c'est divisible par 1, par 2 et par 4. Donc 4, il a 3 diviseurs positifs. Donc 4 n'est pas un nombre premier. Alors, la liste des nombres premiers, je vais quand même vous la donner. Le plus petit, c'est 2. 1 n'est pas un nombre premier parce que 1 n'a qu'un seul diviseur positif, c'est lui-même. Donc 2. Ensuite, il y avait 3, puis 5, puis 7. Ensuite, on a dit 4, ça n'en est pas un. 6 non plus. 8 non plus, 2 fois 4. 9, 3 fois 3, 10, 2 fois 5. Ensuite, on arrive donc à 11, puis 13, puis 17, et etc. Le suivant, c'est 19, après 23, etc. Alors 33, est-ce que ça en est un? Eh bien 33, c'est effectivement divisible par 1, par 33, mais 33 c'est 3 fois 11. Donc 33 n'est pas premier. Il est divisible par 1, par 3, par 11, par 33, il a, vous voyez, au moins 4 diviseurs. Donc ça veut dire que l'affirmation 3, elle est donc fausse. 2 puissance 5 plus 1 n'est pas un nombre premier. Affirmation 4, on a lancé 15 fois un dé à 6 faces. Et on a noté les fréquences d'apparition dans le tableau ci-dessous. Donc ici, on a lancé 15 fois, donc on a fait 3, 1. Vous avez un 3, 3 sur 15, ça veut dire que vous avez fait 3 fois 1. Vous avez fait 4 fois 2, 5 fois 3. Vous avez fait 2 fois la phase 4, une fois la phase 5. Donc qu'est-ce qui reste ici? Eh bien, une chose assez simple. Comme vous avez lancé 15 fois, la somme des fréquences doit faire 1. La somme des fréquences doit faire 1. Donc on va regarder les premières. On a donc 3 sur 15, plus 4, plus 5, plus 2, plus 1. Pour l'instant, ça fait 3 et 4, 7. 7 et 5, 12, 13, 14, 15. Il vous reste quoi? Eh bien, vous avez déjà vos 15. Donc ça veut dire que la fréquence du 6, c'est donc 0 sur 15, puisque vous avez fait 0, 6 sur 15, c'est donc effectivement 0
Donc l'affirmation est vraie. En lançant 15 fois le dé, eh bien, vous n'avez pas fait de 6. Ça peut arriver. Affirmation 5. On considère un triangle RS rectangle en S. Alors le côté AS, donc je vais faire une petite figure rapide. Donc ici, il est rectangle en S. Donc S est sur l'angle droit. AS mesure 80 cm. Donc ici, on va mettre A ici et R ici. Donc là, on me dit 80 cm. Un angle droit ici. L'angle ARS. Donc ARS, ça veut dire que c'est l'angle qui est en R. Donc ici, j'ai 26 degrés. Et on me demande ici une estimation de la longueur du segment SR. Pour ça, on a un angle, on a des côtés dans un triangle rectangle, on va faire de la trigonométrie. Donc trigonométrie, qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, il faut savoir cette fameuse phrase. Kasotoa. Donc je vais écrire K. Alors à chaque fois, il faut 3 lettres. Donc ici, là, ça finit par Toa. D'accord. Kaso. Donc ici, ce qui vous manque muet, c'est le H à la fin. Sachant ici que le C, c'est pour cosinus. Le S, c'est pour sinus. Le T, c'est pour tangente. Le A, c'est pour adjacent. Donc vous avez ici un triangle rectangle. Vous avez un angle. D'accord? C'est cet angle qui va nous intéresser. Son côté adjacent, c'est... Alors là, vous avez l'hypoténuse. Ça sera désigné par la lettre H. Donc H, c'est hypoténuse. Ensuite, adjacent, c'est le côté qui touche l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Et en face, c'est donc le côté opposé. Et bien cette petite phrase Kasotoa, elle vous rappelle les formules. Donc ici, ça veut dire que cosinus, donc K c'est C-A-H, ça veut dire que cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. So, c'est donc le sinus, c'est opposé, le haut, sur l'hypoténuse. Et Toa, c'est tangente égale opposé sur adjacent. Donc ici, on dispose de quoi? On a l'angle et on a son côté opposé. Et on cherche son côté ici adjacent. D'accord? Ça, c'est le côté adjacent à l'angle de 26 degrés. Et donc lui, c'est le côté opposé. Donc on va passer par la formule où il y a opposé et adjacent. Opposé, adjacent, c'est la tangente. Donc, on écrit tangente de 26 degrés est égale à, donc c'est Toa opposé, c'est-à-dire 80 sur le côté SR. Ici, on fait une petite manipulation, ça veut dire que je multiplie des deux côtés par SR, ça me fait SR ici, multiplié par tangente 26 degrés égale 80. Maintenant, je divise par tangente 26 degrés des deux côtés. Ça me donne SR égale 80 sur tangente 26 degrés. Je prends ma calculatrice. Ici, je fais donc tangente 26. On est déjà en degrés. Vous voyez ici, il y a un petit D. Voilà. Alors, il faut que je fasse d'abord 80. Donc, 80 divisé par donc tangente 26 degrés. Et je trouve 164,02. Donc effectivement, c'est à peu près 164. Donc l'affirmation, elle est vraie. On peut dire que c'est à peu près, c'est environ 164. Donc affirmation vraie. Dernière affirmation. Donc ici, un rectangle ABCD. Alors, je vais le représenter. A, B, C, D. A pour longueur 160 et largeur 95. Donc on va considérer que la longueur ici c'est AB et la largeur c'est 95. Et donc on vous demande
les diagonales. Donc, ça veut dire qu'il me faut DB ou AC. Ce sont les mêmes. Hein. D'accord? Alors, on est dans un rectangle. On a donc ici des angles droits. En A, en B, en C et en D. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On connaît la longueur AD. AD est égal à BC, parce que c'est un rectangle. On a même un 160 en face. On a donc ici un joli triangle rectangle ABD. Donc, on va dire ABD est rectangle en A. On cherche la longueur de l'hypoténuse. D'accord? DB est l'hypoténuse. On va appliquer donc le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle ABD. On a donc, ici je vais refaire un petit schéma du triangle. On a AB qui fait 160. On a AD qui fait 95. Et le théorème de Pythagore nous dit que DB au carré va faire donc AD carré plus AB carré. Donc on applique le théorème de Pythagore dans ce triangle. Hein. Ça veut dire que DB carré est égal à AD carré plus AB carré. DB carré est donc égal à 160. Alors on va commencer dans AD, je vous ai dit 95 au carré plus 160 au carré. Là, il nous faut une calculatrice. Vous voyez que ça donne 34 625. Moi, je veux DB, qui est une longueur, dont le carré est donc 34 625. Donc, pour avoir DB, je vais faire racine carrée. Donc, racine carrée de 34 625. Ça nous fait donc... Alors, ça ne tombe pas juste. Hein, donc, on va écrire racine 34 625. Ça ne donne pas 186. C'est à peu près 186, ici 0. Alors si j'arrondis, ça finit après par 77, donc 0,08. Donc, conclusion, eh bien, les diagonales de ce rectangle ne mesurent pas exactement 186. Donc l'affirmation, vous mettez, ce n'est pas exactement 186. Parce que pour avoir 186, d'ailleurs, c'est simple, la somme de vos deux carrés aurait dû donner 34 596 et vous avez 34 625. Donc vous voyez, c'est pas la même chose. Donc ce n'est pas exactement 186. Donc affirmation 6, fausse. Voilà, on a terminé cet exercice. Alors il y a quand même du travail. Hein. C'est 6 questions vraiment sur des domaines variés. Donc ça vaut quand même bien les 26 points. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bonjour à tous. Préparation du brevet des collèges mathématiques. Donc on est en Amérique du Nord avec le sujet de juin 2021. Donc sujet, pour ceux qui regardent ça en 2021, sujet très très récent. On est sur, vous voyez, de la lecture graphique. Une athlète a réalisé un triathlon, donc d'une longueur totale de 12,9 km, et représenté ici la distance parcourue en kilomètres en fonction du temps. Il y a, vous voyez, 3 phases avec des petits changements d'équipe ici, des petites zones qui sont horizontales. Donc, on nous dit, épreuve numéro 1, puisque c'est un triathlon, on a la natation, 400 mètres, donc c'est le premier segment ici. Ensuite, cyclisme, donc c'est le segment ici. Et vous avez la troisième épreuve, puisque c'est triathlon, donc la course à pied. Voilà. Et vous avez, je répète, 2 petits segments horizontaux qui correspondent au changement d'équipement. Évidemment, quand vous passez de la natation au cyclisme, il y a une petite perte de temps. Et pareil pour passer du cyclisme à la course à pied. On nous donne les coordonnées d'un point M, donc abscisse 42, ordonnée 10,4, il est placé, on verra plus tard. Au bout de combien de temps l'athlète s'est-elle arrêtée pour effectuer son premier changement d'équipement? Alors ici, vous voyez, c'est le point qui est à gauche. Donc on va regarder au bout de combien de temps. Donc elle s'est arrêtée exactement ici. Donc il faut, alors on est déjà entre 10 et 15. Alors si on gradue, 11, 12, 13, on peut imaginer entre 13 et 14. On va donc dire, ici, on se place
sur le point donc correspondant au changement d'équipement. Voilà, et on lit l'abscisse. On trouve donc à peu près, je vais dire, 14 minutes. Donc 14 ou 13 minutes, je pense que les deux réponses sont acceptées. Ce qu'on peut dire par contre plus précisément, c'est qu'elle va redémarrer au bout de 15 minutes. Deuxième question, quelle est la longueur exprimée en kilomètres du parcours de l'épreuve de cyclisme? Alors, on va repérer sur le dessin. Le cyclisme, c'est donc le segment numéro 2. Donc on part d'ici pour arriver jusqu'au point M. Alors, on sait d'après le texte que la natation, c'est 400 mètres. Ça veut dire que il démarre le vélo au bout de 400 mètres. Pour finir sur le graphique, au point donc M, d'accord, dont l'ordonnée est 10,4. Ça veut dire que le point M, il est donc à 10,4 km du départ. Bon, vous avez vu, on nous l'a donné ce point-là. On va s'en servir. Conclusion, il a donc fait donc 10,4, 10 400 mètres, moins les 400 qu'il a fait en nageant, c'est-à-dire 10 000 mètres, donc 10 km. Donc 10 km pour le cyclisme. Troisième question, combien de temps l'athlète a-t-elle effectué l'épreuve de course à pied? Donc ici, on vous demande le temps. Donc on est ici sur la fin ici de ce petit segment, et c'est là qu'on démarre. Donc l'épreuve de course à pied, alors, ça veut dire qu'ici, on va essayer de chercher l'abscisse de ce point. C'est pas très précis, donc c'est permis par le graphique. Donc l'ordonnée de ces points-là, c'est donc on est tout près de 45, donc on va dire 44, jusqu'à la fin. Et il s'arrête, alors ici, à peu près à 56. Donc, il commence à courir à la donc 44e minute jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la 56e. Donc 22, pas 22, pardon, donc 12 minutes de course. 12 minutes pour faire 2,5 km, c'est raisonnable pour des sportifs, pour des athlètes en tout cas. Quatrième question, parmi les trois épreuves, pendant laquelle l'athlète a été la moins rapide? Alors ça c'est une histoire de pente, puisque vous avez la distance en fonction du temps, la vitesse et distance sur le temps, forcément. Il faut regarder la partie qui a la pente, la partie donc des trois, qui a la pente la plus faible. Et effectivement, c'est la partie numéro 1, donc la natation. Ça paraît logique d'ailleurs. Et là où on va le plus vite, eh bien, ça semble ici être donc la partie 2. Vous avez une pente plus grande que la partie 3, effectivement. On est plus rapide en vélo qu'en courant et après qu'en nageant. Cinquième question. On considère que les changements d'équipement font partie du triathlon. La vitesse moyenne sur le total est-elle supérieure à 14 km/h? Donc, il faut savoir quelle est la distance totale et quel est le temps mis pour parcourir cette distance. Donc, distance totale, on nous le dit, c'est 12,9 km. Le temps total, on va de 0, on a dit jusqu'à 56 minutes. Donc, on veut une vitesse en km/h. Donc, ici, on va transformer ces 56 minutes en heures. Pour ça, petit tableau de conversion. Donc, 60 minutes
c'est 1 heure. Et on cherche combien représente 56. D'accord? Donc, produit en croix. X égale 56 sur 60 heures. Donc, la vitesse moyenne totale, c'est la distance totale, donc 12,9 km sur l'heure, donc sur 56 sur 60. Alors 56 sur 60, j'aurais peut-être pu le simplifier avant, en divisant par 2 par exemple. Ça fait 28 sur 30, 56 c'est 2 fois 28, on peut encore diviser par 2, 14 sur 15, donc ça me fait 14 sur 15. Donc ici, eh bien, je vais faire 12,9 divisé par 14 sur 15. Alors vous savez, normalement, que quand on divise par une fraction, eh bien, ça revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire la fraction avec inversion du numérateur et du dénominateur. Donc ça fait 12,9 multiplié par 15 sur 14. Et ça, on peut même l'écrire 12,9 fois 15 sur 14. On prend une calculatrice, on trouve à peu près 13,82 km par heure. Donc non, elle n'est pas supérieure à 14 km/h. Donc elle n'est pas supérieure à 14 km par heure. Et ce petit exercice donc de lecture graphique et de calcul est terminé. À bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, préparation du brevet des collèges en maths avec le sujet très récent d'Amérique du Nord, donc juin 2021. Exercice sur les transformations du plan, donc symétrie, translation avec une jolie figure. Je vous expliquerai pour ceux qui s'intéressent à la fin comment on peut l'obtenir. Hein. Je l'ai refaite, c'est pas si simple que ça d'ailleurs. Et donc, on va bien lire le texte. Il y a 4 questions. C'est vraiment hein, sur les définitions des symétries et des rotations qu'on va travailler. Le texte. On construit un carré ABCD. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc, voilà un carré. Ici, on place un point O. Sur la droite, ici, DB. Donc, je la trace. Voici un point. Alors, il n'est pas mis au hasard, hein, sinon la figure ne marcherait pas. Je vous expliquerai, je vous dis à la fin, hein, qu'est-ce qu'il faut comme condition pour que eh bien, on arrive à avoir cette belle figure. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ce point O, il est à l'extérieur du segment DB. Il faut que OB soit égal à AB. D'accord? Donc, ici, hein, j'expliquerai pourquoi. Ensuite, le point H, le symétrique de D par rapport à O. Donc H, c'est en bas, il est ici. On a obtenu la figure donc 6 comptes en utilisant plusieurs fois la même rotation de centre O et donc 45 degrés. Alors, on ne précise pas ici le sens de rotation. Alors, hein, on va commencer par le premier carré. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on obtient ceci. D'accord? Ça, c'est donc rotation du premier carré. Hein. Ensuite, une deuxième rotation. Oui, 45 degrés. Une deuxième fois 45 degrés, en fait, on a fait une rotation de 90 degrés. Donc, ce troisième carré, c'est celui du départ, donc, qui a été tourné de 90 degrés. Et on continue, vous voyez, on obtient un troisième carré. Un quatrième, qui se situe en bas, parce que jusque-là, on a fait 4 rotations de 45 degrés, donc c'est du 180 degrés. Et on continue, donc, toujours, et on revient. Et on obtient cette jolie figure. On nous le dit, elle est symétrique par rapport à donc la droite DB et aussi par rapport au point O. Ça fait beaucoup de symétrie tout ça. Première question. Donnez deux carrés différents, images l'un de l'autre par la symétrie axiale d'axe DB. Alors rappel, qu'est-ce que c'est qu'une symétrie axiale? Donc je vais vous donner la définition pour opérer une symétrie axiale. Il faut donc d'abord un point et un axe. Donc il faut un axe, on va l'appeler delta. Voilà, vous avez un point. Et bien si vous faites une symétrie axiale de A par rapport à la droite, donc delta, eh bien, ça veut dire que delta est la médiatrice du segment formé par le point et par son image que j'appellerai A'. Alors une médiatrice, eh bien, c'est une droite qui passe par le milieu du segment, donc, et qui est orthogonale à ce segment. Donc ici, pour avoir l'image, on va tracer la perpendiculaire à A passant par delta, donc il faut une équerre, et ensuite, avec un compas, on reporte la même longueur ici. Donc, on a ici un
milieu avec un angle droit et on obtient l'image de A'. Donc, symétrie axiale, hein, ça parle de médiatrice. Donner deux carrés différents. Donc, ici, eh bien, on obtient, alors ça c'est le programme de 4e et en 5e, on vous a dit, hein, symétrie axiale, hein, pour avoir si un point est l'image d'un autre, ou une figure est l'image d'une autre par une symétrie axiale, il faut plier la feuille selon l'axe. Donc ici, on imagine bien que si on pliait par rapport à la droite DB, donc cet axe ici qui est en plein milieu, eh bien, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Assez simplement, eh bien, le carré 2 et le carré 8 se superposeraient. Donc, ici, on peut donc donner 2 et 8. Je vais mettre un rond, puisque je les ai mis. Donc, ça, c'est la question 1. Donc, 2 et 8 sont symétriques par rapport à DB. Alors, en pliant, on aurait aussi 7 et 3. Et on aurait aussi 6 et 4. Je vais mettre ça un peu plus haut. Donc, il y a 3 couples. Alors, si on plie, par contre, effectivement, 1 se retrouve sur 1, parce que 1 se plie sur lui-même, et 5 aussi. On ne vous demande pas de justifier, mais sinon, regardez 2 et 8, par construction. Ici, alors c'est pas évident à justifier, parce qu'il y a plein de rotations de 45 degrés, mais si on admet la figure, bien ici, vous voyez, là, on a ici un angle droit, on a même distance, donc ce point est l'image de ce point. Ce point ici va se retrouver de l'autre côté. C va se retrouver sur A. Alors ça, c'est assez facile à démontrer parce que ABCD est un carré. Les diagonales se coupent en angle droit et en leur milieu. Donc ici, on a bien un angle droit et un milieu. Donc A va bien se plier sur C. Et K, vous le retrouverez sur E. Donc on a bien le carré 2 qui se retrouve sur le carré 8. Ils sont donc tous les deux symétriques par rapport à DB. Deuxième question, le carré 3 est-il l'image du carré 8 par la symétrie centrale de centre O? Alors, symétrie centrale, tout d'abord la définition. Pour opérer une symétrie centrale, il faut un centre. Centre, je vais l'appeler O. Il faut un point. Comment trace-t-on l'image de A par la symétrie centrale? Donc, définition, symétrie centrale de centre O. Eh bien, ça veut dire que l'image de A, que je vais appeler A', eh bien, est telle que O est le milieu du segment AA'. D'accord? Donc ici, eh bien, on trace la droite OA, on prend un compas, et on va obtenir le point qui est de l'autre côté. Et on a effectivement ici un milieu. Alors, une symétrie centrale, on peut aussi la caractériser à l'aide des rotations. Parce que ici, eh bien, c'est comme si on avait fait tourner le point autour du point haut d'un angle de 180 degrés. Alors, soit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, ça ne change rien, puisque 180, ça va vous amener en face. Donc pour une figure, quand est-ce qu'on sait qu'une figure est symétrique d'une autre? Eh bien, c'est quand elle a été obtenue en la faisant tourner d'un demi-tour autour justement du centre. Donc une symétrie centrale de centre O, c'est aussi une rotation d'un demi-tour. Autrement dit, de 180 degrés. Alors ici, regardons le carré 3 et le carré 8. Prenons par exemple le point F. Il est sur le carré 3. Je vais construire son image par la symétrie centrale de centre O. Pour ça, je vous ai dit, on doit tracer donc la droite OF. Alors, elle est mal tracée. Voilà. Et vous voyez bien ici, eh bien, que cette droite OF, si je construis le symétrique de F par rapport à O, je vais obtenir J. Et J n'est pas du tout dans le carré 8. Donc, conclusion, le carré 8 ne peut pas être l'image du carré 3. Alors, je suis parti de 3. Si on regarde la question, c'est le carré 3 est-il l'image du carré 8? Alors, vous devez savoir qu'une symétrie centrale, si 8 est l'image de 3, alors 3 est l'image de 8. Donc, si j'étais parti, par exemple, du carré 8, qu'est-ce que j'aurais obtenu? Par exemple, le point K. Le point K, quelle est son image? Ici, eh bien, je trace à droite OK. On s'aperçoit que, eh bien, donc l'image de K doit être sur cette droite.
je vous le dis, c'est le point ici G, et G n'est pas non plus dans le carré 3. Donc on va dire ça. Alors, on ne vous demandait pas de justifier la réponse, donc c'est non, car l'image de K par la symétrie centrale de centre O n'est pas dans le carré 3, hein, et c'est le point G. Donc c'est impossible que 3 soit l'image de 8, puisque déjà le point K n'est pas du tout dans le carré 3. Troisième question, on considère la rotation de centre O qui transforme le carré 1 en carré 2. On nous a dit dans le texte que c'était une rotation de 45 degrés. Alors qu'est-ce que c'est qu'une rotation quand même rapidement, hein, donc une rotation, quand on fait subir une rotation à un point, hein, alors il faut un centre et un angle. Hein. Donc rotation de centre O et d'angle, on va l'appeler alpha. Alors il y a deux sens, sens des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors le sens donc direct, c'est quand on est en sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous tournez comme ceci, c'est ce qu'on appelle le sens direct. Donc sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens indirect. Donc ici, rotation de centre O d'angle alpha de sens direct, petite figure. Voici mon point O, mon point A. Et bien pour construire l'image de A, eh bien je dois me munir d'un rapporteur. Ici, je vais ouvrir une demi-droite avec un angle alpha. J'ai tourné, vous voyez, dans le sens direct, donc contraire des aiguilles d'une montre, puisque je veux une rotation de sens direct. Et une fois qu'on a ça, eh bien je prends un compas. Et l'image de A, eh bien, on a OA qui va être égal à OA'. Donc deux choses. D'abord, on a l'angle AOA' qui est égal à alpha, dans le sens direct, et la longueur OA est égale à la longueur OA'. Si vous tournez dans le sens indirect, eh bien, il faudra faire une flèche qui tourne donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors ici, regardons notre figure. Comment passe-t-on de 1 à 2? Donc ici, on l'a dit, l'image de B, c'est ce point-là. D'accord, je pourrais l'appeler à la rigueur ici B'. Qu'est-ce que j'ai? J'ai bien OB qui vaut OB'. Et on nous a dit ici qu'on a un angle ici. Alors je vais mettre une couleur que vous voyez bien. On a un angle ici donc de 45 degrés, mais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc 45 degrés indirect. Alors, on nous demande l'image du carré 8. Alors 8 est ici. Donc je vais prendre l'image de ce point-là. D'accord? Pour ça, je trace donc le segment. Je vais essayer de faire quand même un segment qui ressemble à un segment, voilà. Et je dois tourner donc de 45 degrés dans le sens indirect. Donc dans le même sens que vous voyez là. Donc ça va être comme ceci. Sens des aiguilles d'une montre. Donc l'image de ce point, ça sera le point B. L'image de ce sommet ici, ça va donner le point C. L'image de K va donner le point D. Et l'image de C va donner le point A. Donc l'image du carré 8, par la rotation qui transforme 1 en 2, eh bien c'est le carré 1. Donc ici, réponse, hein, carré 1. Alors vous ne demandez pas de justifier, hein, mais pensez bien, quand on a une rotation, à bien comprendre dans quel sens on tourne. Sens indirect des aiguilles d'une montre ou direct, sens contraire des aiguilles d'une montre. Et petit rappel de cours, symétrie, symétrie axiale, symétrie donc centrale, rotation, tout ça, ce sont des transformations qui conservent les longueurs. L'image d'un segment, c'est un segment de même longueur. Ça conserve aussi le parallélisme. L'image de deux droites parallèles, c'est deux droites parallèles. Et l'image d'un angle, c'est un angle qui a la même mesure. Donc on passe à la dernière question. On considère la rotation de centre O qui transforme le carré 2 en carré 5. Précisez l'image du segment EF par cette rotation. Alors déjà, regardons 2 et 5. Ici, donc, je vais partir de ce point-là, c'est le plus près de O. De 2 à 5, on est ici. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour les de 2 à 3, on tourne de 45 degrés. Donc ici, on va construire ça progressivement. Ici, vous avez donc tourné dans le sens indirect. Donc ici, j'ai tourné de 45 degrés. Ensuite, on a tourné une deuxième fois de 45 degrés avec le même centre. Et on a tourné une troisième fois de 45 degrés. Donc 3 rotations d'affilée.
de même centre, mais ça veut dire que vous avez une rotation de 3 fois 45 degrés. Donc, c'est une rotation de 3 fois 45. 3 fois 45, ça fait donc 3 fois 40, 120 plus 15, de 135 degrés dans le sens indirect. D'accord? Alors, petite remarque, vous pouvez aussi considérer qu'on tourne dans le sens direct, hein, comme ceci, et dans ce cas-là, hein, et on tournera de, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5 fois 45. 5 fois 40, ça fait 200, ça fait 225 degrés, mais dans le sens direct. Vous voyez bien que 225 et 135, ça fait bien 360. Donc il y a toujours deux façons de considérer la rotation. La plupart du temps, on prend un angle plus petit. Donc ici, on a bien une rotation de 135 degrés dans le sens indirect. Donc je vais vous la matérialiser. Ici, on a notre point que j'ai choisi. Ici, voilà. Son image sera ce point-là. Et on a ici, effectivement, donc 135 degrés, sens indirect. Ça signifie que cette longueur-là, c'est cette longueur-là, et qu'on a un angle ici géométrique de 135 degrés. Alors, on vous demande l'image du segment EF. Alors, E, il est sur le carré numéro 2. Donc ça, on va donc faire tourner F2 3 fois 45. Donc, une fois 45, on va arriver à F. Une deuxième fois 45, on arrive à G. Donc, une troisième fois 45, on arrive à H. Donc, déjà, hein, l'image de E, c'est H. Donc, je vais faire une petite flèche comme ça. Et maintenant, on demande l'image de F. Eh bien, on utilise le même procédé. Je fais une rotation de F, j'arrive à G. Ensuite, G donne à F. Et je fais la troisième rotation de 45. Ce qui fait que j'ai bien tourné dans le sens direct de 135 degrés. J'arrive donc au point I. Donc, F donne sur le point I. Ensuite, je vous rappelle que l'image d'un segment est un segment. Les extrémités, eh bien, un segment, eh bien, ça veut dire que l'image du segment EF sera un segment d'extrémité. L'image de E, l'image de F, donc ici, l'image de EF, c'est donc HI. Le segment EF a donc pour image HI. Ici, on va tracer tout ça. Ça, c'est dans mon segment EF. On tourne et vous aurez donc ce segment-là. Segment d'ailleurs de même longueur. Et l'exercice, en tout cas, toutes les questions sont terminées. Alors, je vous avais indiqué comment on peut tracer cette figure sur GeoGebra, donc je vais vous montrer tout de suite. Une chose qu'on peut remarquer dans la figure, et qui est donnée dans le texte, c'est que OB égale OA. Ça veut dire qu'ici, cette longueur OB, ça n'est pas la même, même si ça peut donner l'impression, vous n'avez pas la même longueur qu'ici. D'accord? On est dans un carré de côté, imaginez de côté, par exemple, 1. Et bien la diagonale, dans un carré de côté 1, on a Pythagore ici. Vous avez un triangle rectangle. Donc d'après Pythagore, l'hypoténuse, son carré, c'est la somme des deux carrés. Donc ici, mon hypoténuse, si ça c'est DB, BD carré vaut donc 1 au carré plus 1 au carré, donc BD carré vaut 2. Donc ici, la diagonale fait racine carrée de 2. J'ai donc ici racine carrée de 2. Et pourtant, quand on regarde la figure, eh bien, ici, on a la même longueur. Ici aussi, donc cette figure-là est un losange. Ça veut dire que là, on a OB qui vaut 1 et BD qui vaut racine carrée de 2. Donc, on va la tracer sur GeoGebra. Première chose à faire. Ici, je vais placer un point. Je le renomme. Ceci, c'est le point O. Ensuite, je place le point B. Je vais le mettre en 1. Ici, au niveau de l'ordonnée. Donc, je renomme. Ça, c'est mon point B. Voilà. Alors, ici, je veux donc faire un carré avec comme côté 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous propose, on va tracer donc ici une droite. Alors, elle est à 45 degrés, d'accord? Ensuite, je vais donc ici A, B. Alors, le problème ici, c'est que mon A est trop loin. Donc, celui-là,
je ne l'affiche pas, c'est pas A. Je vais maintenant prendre un compas. Ici, voilà. Je fais un cercle de centre B de rayon O. Et mon point ici, ce point-là, il est parfait, donc je le renomme. C'est le point A. J'ai donc bien ici AB qui vaut 1. Donc après, on efface ce qui nous a servi à tracer. Ensuite, je prends l'outil carré, polygone, donc régulier. Je fais un polygone donc ici à 4 côtés. Et voilà mon carré. Alors, il faut juste que je renomme. Hein. Ici, c'est le point C. Ici, c'est le point D. Ouais, on a déjà fait notre carré. Ensuite, on doit faire une rotation. Alors, c'est très pratique GeoGebra parce que ça fait les rotations. Ici, on va juste enlever l'étiquette. Ici, vous allez dans le curseur là. Donc ici, plutôt rotation. Vous faites une rotation de centre O de mon polygone. Je mets 45 degrés. Alors, vous avez sens anti-horaire ou horaire. Donc, si je veux dans le bon sens tout de suite, horaire. Donc, sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens indirect. Voilà mon deuxième carré. Et on peut continuer. Je réindique le centre, mon deuxième polygone. Et voici, ah oui, j'ai oublié, pardon, excusez-moi de préciser anti-horaire. Donc ici, je fais ma rotation. Ici, polygone, anti-horaire. Et voilà, et on continue. Et vous voyez, c'est très très rapide. Voilà, je continue. Il ne me reste plus qu'un. Et voilà la figure obtenue. Il n'y a plus après qu'à mettre les points qui étaient indiqués sur le graphique. On peut aussi tracer la fameuse droite ici, DB. Ensuite, on enlève les axes, la grille, et vous avez exactement la figure qui a été fournie dans le sujet. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice assez ludique pour préparer le DNB, le brevet des collèges de mathématiques, avec le sujet très récent d'Amérique du Nord de juin 2021. Exercice 4 sur 16 points, au total il y a 100 points. Donc ici ça fait 16% des points. Exercice, alors, un petit peu une sorte de programmation. Cette année il n'y avait pas de scratch dans ce sujet. Ici on vous propose donc des instructions qui permettent de colorer des cases d'un tableau 3 par 3. Donc ici, l'instruction A qui noircit la case centrale, l'instruction B qui noircit les cases donc, en haut à droite et en bas à gauche. Ensuite, vous voyez, les deux cases médianes gauche et droite sont noircies. Et une instruction qui permet d'inverser les couleurs. Les blancs deviennent noirs, les noirs deviennent blancs. Ensuite, on nous dit que si une case est déjà noire et une instruction demande à la noircir, alors cette case ne change pas de couleur, elle reste noire. D'accord? Et on vous donne un petit exemple qu'on va regarder. La suite d'instructions AC. Donc, ici, on a des petites cases en bas que j'ai préparées. Alors, instruction, la première, donc l'instruction A. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Donc, l'instruction, elle va noircir la case centrale. Donc ici, on noircit. Et ensuite, on vous dit C. Donc vous faites A, puis C. Alors la case C, lui, c'est une instruction qui noircit les cases médianes. Donc ici, ça ne va pas enlever la case centrale qui est noire. Par contre, ça va noircir donc les deux cases ici. Et on obtient, vous voyez, donc ça, ça et ça. Si ensuite on rajoute E, c'est donc quelque chose qui, c'est l'instruction qui inverse les couleurs. Donc ici, si vous rajoutez l'instruction E, qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer toutes les couleurs. Donc les noirs vont devenir des blancs, les blancs deviennent des noirs. Donc ici, les trois cases du haut qui étaient blanches noircissent. Les cases du centre ici qui étaient noires deviennent blanches et les cases du bas qui étaient blanches deviennent noires. Donc on obtient bien effectivement ce qu'on nous a annoncé. Donc c'est juste un exercice où il faut bien lire le texte. Première question, représenter le motif obtenu avec la suite d'instructions AB. On va donc commencer par A. On noircit donc la case ici centrale. Et ensuite,
on utilise l'instruction B qui noircit la case en bas à gauche et en haut à droite. Donc, elle ne dénoircit pas, si on peut le dire comme ça, la case centrale, et elle va noircir celle-ci et celle-ci. Deuxième question. Parmi les 4 propositions, 2 permettent d'obtenir la figure qui est ici. Vous voyez, des cases noires partout, sauf ici, gauche et droite. Alors, on va tester dans l'ordre ce qu'on nous propose. Donc, A, B, C. Alors, A, ici, donc, on va faire à chaque fois de la même façon. Je vais donc partir, appliquer A, puis appliquer B, puis appliquer C. L'ordre est très important. Pour le deuxième, j'appliquerai C, puis E, et etc. Donc pour le troisième, B, puis C, puis E, puis C. Ensuite, C, puis A, puis E, puis A. On prend un stylo ici. Donc A, B, C, je commence par A, je noircis la case centrale, c'est l'instruction A. L'instruction B, on a déjà vu, elle va rajouter 2 cases noires. Donc en haut et en bas. Voilà, comme ceci. Ensuite, C noircit les cases médianes. Donc, on ne va pas toucher aux cases qui sont déjà noires. La seule instruction qui change les cases qui sont déjà noires, c'est l'inversion des couleurs. Et ici, je rajoute donc ceci. Donc, conclusion, celle-là n'est pas bonne. Donc, celle-là ne nous intéresse pas. Ensuite, CE. On commence par C. Donc, C, on noircit ces deux-là. Et E inverse toutes les couleurs. Donc les 2 cases qui étaient noires vont devenir blanches et toutes les autres vont devenir noires. Donc, comprenez, c'est exactement la bonne figure qu'on obtient. Voilà. Et donc, celle-là, elle est correcte. Donc oui, cette proposition permet bien d'obtenir le motif. Il reste donc une des 2 autres qui est bonne. Donc B, C, E, C. B. Alors B, on fait d'abord donc en haut. Voilà. Ensuite, on applique C. C qui colorie les cases médianes. Donc je remets mes 2 cases qui étaient déjà noires. Ensuite, je mets C. Ensuite, E inverse les couleurs. Donc toutes les blanches deviennent noires. Les noires deviennent blanches. Donc ici, j'obtiens ceci. Et ensuite, on fait C qui colorie les cases médianes. Donc, je remets toutes les cases qui étaient déjà noires. Elles ne vont pas changer. Et je noircis les 2 cases médianes, gauche et droite. Et effectivement, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, vu qu'on ne vous demandait pas de justifier, vous pouvez en déduire que le 4e, c'est oui, puisqu'on vous dit qu'il y en a 2 bonnes. Donc, je vais quand même, moi, vérifier. Donc, C noircit les 2 cases ici. Ensuite, on fait un A, noircit le centre. Donc, j'ai mes 2 cases ici, et je noircis le centre. Ensuite, E, inversion des couleurs. Donc, toutes les blanches deviennent noires, et les noires deviennent blanches. Et on vous demande ensuite de noircir la case centrale. Et effectivement, vous voyez bien qu'on va arriver sur le bon motif. Voilà, et donc effectivement, c'est donc les propositions. On va les entourer. La 2, CE, et la 4, CA, EA, qui sont les bonnes. Troisième question, donner une suite d'instructions qui permet d'obtenir le motif ci-contre. Alors, ici, oui, vous avez 3 cases ici, sur la diagonale, qui sont blanches. Donc, ce qu'on peut penser, c'est que si on inverse, on aura du noir ici. Donc, on va se débrouiller pour avoir 3 cases noires. Alors, pour avoir 3 cases noires sur cette diagonale, eh bien, on peut, par exemple, faire d'abord une case noire ici. Donc, on utilise l'instruction A. Ensuite, on utilise l'instruction B, de façon à avoir ici noir, noir et noir. Et ensuite, on inverse les couleurs avec E. Et en inversant, vous voyez, on obtient effectivement du noir ici, ici, ici et ici. Et donc, il suffit de proposer la transformation A, B et E. A et B, vous pouvez les faire dans l'ordre inverse. Vous pouvez d'abord faire B puis A, ça ne changera pas. Donc, on peut proposer A, B, E. Certains auront proposé B, A et E.
Et on a déjà terminé ce petit exercice, assez ludique, faut le dire, de coloriage. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui, préparation au brevet des collèges de maths avec le sujet Amérique du Nord 2021. On est sur l'exercice 5, on souhaite rénover une salle de bain qui a la forme d'un parallélépipède rectangle, un pavé droit. Il va falloir coller du papier peint sur les 4 murs, voilà. Et vous avez ici une fenêtre, enfin une porte ici et une fenêtre. Évidemment, on ne colle pas de papier ni sur la porte ni sur la fenêtre. Voilà. Objectif, bien, c'est quel est le prix à payer avec les infos ici sur le prix du papier peint, le prix de la colle. Première question. Montrez que la surface à recouvrir de papier peint est de 26,4 mètres carrés. Alors, on tapisse évidemment à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut, c'est calculer. Donc, eh bien, la surface, l'air, donc ici, on va faire numéro 1. Ici, numéro 2. C'est les deux côtés, ce sont les mêmes. Ensuite, il y aura le devant, je vais appeler numéro 3, et le derrière, numéro 4. Donc, on va commencer par, d'abord, les deux côtés. Alors, ce sont des... Je vais faire un petit dessin à côté. Ce sont des rectangles avec 2,50 m, c'est indiqué ici, et 2,50 m. Ce sont des carrés. D'accord, ici, 2,50, 2,50. Donc, l'air, donc d'un côté, c'est donc R d'un carré, côté au carré, donc 2,50 au carré. Et donc, il faudra multiplier par 2, donc R des deux, alors il faut être très clair, R donc des deux côtés, c'est donc 2 fois, alors 2,50 au carré, je vous laisse vérifier, mais ça fait 6,25 mètres carrés, parce que 25 au carré, ça fait 625. Ici, donc on va faire 2 fois 6,25, qui me donnera 12,50 mètres carrés. Pour ceux qui doutent, vérification. Ici, vous voyez que ça fait 6,25 multiplié par 2. On obtient effectivement 12,50, 12,5. Alors maintenant, le devant, donc ce que j'appelle côté 3. Le devant, il faudra penser à enlever la porte. Donc on a devant un rectangle, donc qui fait 3,50 et 2,50 de haut. Et il faudra ensuite la porte. La porte, c'est un rectangle qui fait donc, on me dit 0,80 et 2,10. Donc l'air à peindre devant, ça sera donc mon carré, enfin mon rectangle, 3,50 fois 2,50, base fois hauteur, moins la porte, 0,80 fois 2,10. À la calculatrice, j'obtiens 7,07. Donc je note tout ça. 7,07 mètres carrés. Il me reste le fond. Donc le fond avec la fenêtre. Donc le fond, vous voyez que c'est un rectangle. Donc pareil, 3,50, 2,50. Mais cette fois-ci, je vais enlever que la fenêtre. Donc la petite fenêtre qui fait 1,60 par 1,20 m. Donc l'air du fond, donc l'air à peindre, c'est pas peindre, c'est tapisser. Donc l'air à recouvrir au fond. Ici je change, j'avais mis peindre, mais c'est recouvrir. Et bien ça sera 3,50 fois 2,50 moins 1,20 fois 1,60. Encore une fois, il nous faut une calculatrice. Donc 3,50 fois 2,50 moins 1 mètre 20 fois 1 mètre 60. J'obtiens ici 6,83 mètres carrés. Maintenant, on fait le total. Donc, total. Alors, 12,50 mètres pour les deux côtés, plus 7,07 pour le côté avec la porte, plus 6,83. On ajoute tout ça, donc
12,50 plus 7,07 plus 6,83. On doit trouver 26,4. 26,4, c'est parfait, c'est ce qu'on nous demande. C'est très rassurant hein, quand on trouve effectivement ce qui est demandé. Donc on peut continuer. On est sur la bonne voie. Deuxième question, calcule le prix en euros d'un mètre carré de papier peint, arrondir au centime d'euro. Alors regardons le texte, le prix du papier peint, il est vendu au rouleau. Un rouleau coûte 16,95 €. Il permet de recouvrir 5,3 mètres carrés. Alors, ici, si on regarde juste ces informations, hein, le prix au mètre carré, eh bien, c'est donc le prix divisé par le nombre de mètres carrés. Donc 16,95 divisé par 5,3. Donc 16,95 divisé par 5,3. On obtient à peu près 3,198. Donc on va arrondir ça à 3,20. D'accord? Donc à peu près 3,2 € par mètre carré. Alors, si on suit les conseils du vendeur, combien coûtera la rénovation? Alors, ici, il va falloir prévoir un rouleau de papier peint en plus, afin de compenser les pertes. Donc, premièrement, j'ai 26,4 mètres carrés. Donc, je vais compter combien il me faut de rouleaux. 26,4, je vais diviser par 5,3, puisque les rouleaux permettent de faire 5,3 mètres carrés. Donc ici, vous faites 26,4 divisé par 5,3. On obtient à peu près 4,98. Donc il faut... Hein, donc j'ai écrit, hein, c'est à peu près 4,98. On est moins de 5, donc il faut 5 rouleaux plus un rouleau supplémentaire. Hein. Donc il faut donc 6 rouleaux. Je vais écrire entre parenthèses 5 plus 1, parce que le vendeur nous conseille d'en prendre un plus. Conclusion, eh bien, déjà le prix du papier, c'est donc 6 rouleaux multiplié par 16,95 par rouleau. Ça va être le prix du papier, mais après, il va me falloir de la colle. Vous voyez donc à droite que ça me coûte 101,7, donc 101,7 ou 101,70 donc euros pour le papier. Maintenant, la colle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la colle? Elle est vendue par pot entier. D'accord? Il faut un pot pour 4 rouleaux. Alors, moi, il faut que j'en prévois pour 6. Donc, il me faut 2 pots. Il faut 2 pots de colle. Donc, comme un pot coûte 5,70, donc, prix de la colle, c'est 2 fois 5,70, 2 fois 5,7, ça fait donc 11,40. Donc, prix, hein, donc coût total, coût de la rénovation, c'est donc 101,70 plus 11,40. Alors, on peut faire de tête, 7 et 4, 11. Donc, ça finit par 10. Et ensuite, 2 plus la retenue 3. Donc, 113,10 €. Quatrième et dernière question. Le jour de l'achat, une remise de 8% est accordée. Quel est le prix à payer après remise? Alors ici, remise de 8%, il y a deux façons de faire. Méthode numéro 1, eh bien, vous prenez le prix, hein, donc prix après remise, eh bien, vous prenez le prix avant la remise, donc 113,10, et vous le multipliez par, donc une remise de 8, par 1 moins 8 sur 100. D'accord? Quand on baisse de t%, on multiplie par 1 moins t sur 100. Ce qui me fait 113,10 fois, alors ici, vous pouvez prendre votre machine, et ça vous donne ici 0,92. Donc, ça fois 0,92, ça fait ici 104,052. Donc, 104,052, donc on arrondit à 104,5 centimes.
D'accord, ce 0,92, en fait, c'est parce qu'il vous reste à payer, vous, 92%, puisqu'on vous a offert 8%. Ça, c'est une des méthodes. Deuxième méthode, vous calculez 8% de 113,10. Donc, 8% de 113,10. Il suffit de faire 113,10 fois 8 sur 100. Et après, vous ferez une soustraction. On fera 113,10 moins le nombre qu'on a obtenu. Alors, 113,10 fois 8%, ça fait donc fois 0,08. Ça donne donc 9,048. Donc ici, 9,048. Et après, vous faites la soustraction. Donc 113,1 moins 9,048. Et vous obtenez 104,052, évidemment. La même chose, donc à peu près 104,05 €. Et cet exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.